Aujourd'hui, nous allons reparler du complotisme. On peut dire que le complotisme a deux buts. Le premier est un but clairement politique, visant à influencer les opinions, saper la confiance et discréditer les institutions ou les médias, en les accusant de différents forfaits ou en les accusant de propager du mensonge. Ceci est une constante. L'autre aspect, celui dont nous allons parler aujourd'hui, est plus insidieux. Il s'agit de la diffusion de messages à caractère sectaire et de l'emprise des sectes sur le complotisme. Afin de vous montrer à quel point cette emprise est insidieuse, nous allons nous rendre sur la chaîne YouTube de notre détracteur et censeur préféré. On mettra également les liens dans la description afin de pouvoir accéder à ces contenus. Notre complotiste suisse préféré est très actif sur sa rubrique communautaire, où il partage de nombreuses fake news et autres infox. Tout récemment, il s'indignait de l'envoi par l'Éducation nationale de fiches conseils pour le risque de dérive sectaire liée au Covid-19. On peut se demander en quoi il est concerné, étant donné qu'il est suisse et que l'éducation nationale, on parle de l'éducation nationale française. On voit donc bien une volonté de s'ingérer dans les affaires françaises, en vue d'influencer les opinions. Il donne le lien pour remonter à sa source, donc il a trouvé ce document sur VK, dans un groupe de gilets jaunes. Mais la meilleure source n'est-elle pas d'aller directement sur le site de l'éducation nationale, plutôt que de partager du contenu sortant des réseaux sociaux? Ici, c'est moindre mal parce que la fiche elle sort vraiment du site de l'éducation nationale, on peut le retrouver. Vous le trouverez en lien. On a ici un magnifique exemple de discours à deux vitesses. D'un côté, il approuve que l'idée de combattre les dérives sectaires fait consensus, et de l'autre, il utilise les guillemets pour désigner la vérité. Et là, on rentre tout de suite dans une forme de prosélytisme, qui part du problème de la définition de ce que le gouvernement appelle une secte, qui s'opposerait au message scientifique du gouvernement, qu'il remet en question la science au sens large. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'il assure la promotion quasi permanente de Tal Scheller, le naturopathe, qui est dans le collimateur de la Miviludes, il faut le rappeler. Donc là on trouve encore un prétexte pour critiquer, mettre en cause le gouvernement. Bon, pas dire qu'il est parfait, mais pour ce qui est de la science, on a quand même des scientifiques assez libres en France. Ensuite il nous interpelle. Peut-on parler d'esprit critique si les règles officielles ne sont pas critiquables? Donc ce qu'il faut regarder maintenant, c'est sa manière de critiquer les règles officielles. Petit retour en arrière. J'aimerais vous parler par rapport à la pandémie ou pandémie dont tout le monde se préoccupe, de l'oublié de la grande campagne d'information qui est la pédocriminalité. Il y a une caricature qui montre un énorme éléphant dans le salon qui écrase tout et qui est la pédocriminalité. Et tout le monde, tous les journalistes, tous les mass-médias braquent notre attention sur la pandémie ou pandémie. Argumentation scientifique, zéro. On a typiquement affaire à ce que Gerald Bronner appelle la bulle de filtrage. Cette tendance au biais de confirmation. Il l'amplifie par notre tendance à chercher une proximité intellectuelle et aussi par des phénomènes de bulles de filtrage, notamment sur les réseaux sociaux. Vous savez que, notamment sur Facebook, quand vous avez tendance à liker un certain nombre de contenus de vos amis, Facebook va mettre sur votre timeline en avant un certain nombre de types d'informations précises. Ce qui fait que, à la fois par votre activité mentale normale et par les algorithmes qui président à la diffusion de l'information, vous allez être peu à peu enfermé dans une fréquentation du même. Donc, une fois enfermé dans cette bulle de filtrage, nos complotistes sont confrontés à un autre phénomène, ce qu'on va appeler le millefeuille argumentatif, qui est une technique rhétorique qui vise à intimider celui qui est confronté en le surmergeant d'informations avec une série d'arguments empruntés à des champs très divers, de la connaissance pour remplacer la qualité d'argumentation par la quantité. À partir de là, nos complotistes tournent dans leur bulle de filtrage comme des poissons rouges dans un bocal. Et pour en terminer, notre complotiste parle des solutions du gouvernement, comme éduquer les jeunes à critiquer toutes les rumeurs et fausses informations en dehors des médias officiels. Ce ne sont pas les médias officiels qui font la science, ce sont les découvertes, les faits avérés. Ensuite, il nous parle d'éduquer les jeunes à des séances d'enseignement moral et civique sur les dérives sectaires et expliquer le charlatanisme médical avec des projets multidisciplinaires. Là encore, on parle de découvertes et de choses avérées, et pas de pseudosciences ou de médecine parallèle, alternative, complètement bidon. Et enseigner une démarche scientifique pour contribuer au développement d'un esprit rationnel autonome et éclairé pour les élèves qui s'interrogent dans un monde où croyances et connaissances se confondent et parfois s'opposent. Et là, tout le problème est ici avec ce complotiste. Par exemple, celui-ci, il est particulièrement réceptif aux notions religieuses. Donc on peut pas vraiment dire qu'il soit objectif. Est-ce que nous sommes objectifs, nous? Pas forcément. Parce que là, on a pris pour exemple un complotiste. Pour nous, c'est un complotiste type. Sauf que celui-ci, il arrête pas de nous harceler.
il est d'appeler à nous signaler sur les réseaux sociaux. Typiquement la personne qui ne supporte pas la contradiction et qui veut nous faire taire. Allons voir son autre chaîne. Qui dit bulle de filtrage, dit environnement limité et écosystème. Donc pas de quoi s'étonner de trouver certains personnages en lien avec le propriétaire de cette chaîne, qui assure sa promotion également. Voici Thierry Bécourt, ancien enseignant qui s'est reconverti dans l'astrologie et l'écriture. Il est extrêmement difficile d'aller au fond des choses pour parler de ce personnage et de son écosystème. Nous mettons en lien le Psiram de Thierry Bécourt que nous vous invitons à lire pour vous faire une idée du personnage. Ce qui est surtout intéressant, c'est de constater qu'il a déjà participé à des événements aux côtés de Christian Thalschaller, dont on a déjà parlé précédemment, et à côté de Christian Cotten, qu'on va vous présenter rapidement. Nous sommes des centaines, monsieur de Chavannes, à être vous mettez dans quel camp? Vous vous mettez dans un camp, quel est-il que je comprenne? Je ne suis dans aucun camp. Ah bon, monsieur, alors ne dites pas que vous êtes face Je suis simplement, oui, je suis face à une manipulation organisée savamment depuis un certain nombre d'années pour cacher des crimes politiques, mafieux, relevant des problématiques de financement politique, devant lesquels on organise l'épouvantail de la chasse aux sectes pour cacher des problématiques beaucoup plus graves. Qu'est-ce que vous avez à voir avec la chasse aux sectes? Ça, c'est leur réel. Ça prendrait des heures de tout expliquer. Mais comme dit précédemment, on a affaire à un véritable écosystème. De gens proches les uns des autres, dont la plupart sont dans le viseur de la Mivilude. Ils ont en commun la médecine naturelle, mais également la liberté de culte pour les minorités, à savoir les sectes. Ce qu'il faut retenir à propos de Thierry Bécourt, c'est qu'il a intenté un procès à l'encontre de l'Association de défense de la famille et de l'individu du Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu'à l'UNADFI, en soutien à Michel Raoult, membre de l'église de Scientologie, et Jacques Dutreuil, cofondateur de l'ordre monastique d'Avalon. On parle bien de secte ici. Il a également tenté une aventure politique avec Christian Cotten, avec un parti La France en Action. Christian Cotten, lui, drague régulièrement les milieux concernant la pédocriminalité des élites et prend la défense de Stan Maillot. Bref, sur les trois personnages dont nous parlons, il y en a un qui soutient un scientologue et qui fraye avec les milieux de la santé naturelle et des milieux sectaires, un qui a été cité dans l'affaire de l'ordre du Temple solaire, et un autre qui défend bec et ongle l'ordre du Temple solaire. Pour vous faire une idée plus large, il faut absolument lire les liens que vous trouverez dans la description. Lorsque vous aurez pris connaissance de ces liens, vous comprendrez que ces personnes sont soit liées à la médecine naturelle alternative, aux milieux anti-vaccins et à des milieux clairement complotistes, par exemple le déni du 11 septembre. Et notre ami youtubeur suisse dans tout ça? Eh bien, nous allons regarder maintenant autre chose, qui vous permettra de comprendre les différents liens qui unissent la pensée complotiste au mouvement sectaire. Il y a quelques jours, il a publié un très long texte sur sa rubrique communautaire. Ce texte est présenté comme celui d'un message de New Age de l'ONU pour le 8 mai. Ce texte est largement imprégné de croyances New Age et de différents mouvements spirituels. On y trouve un certain nombre de thèmes clés, comme l'immortalité de l'âme, matérialisme qui nous enchaîne au monde, que la science doit servir la vie et non la nier, des notions de bien et de mal, de royaume de l'esprit, de manifestation de l'amour, notre volonté est libre parce que le divin y est inscrit, et du saut quantique de l'humanité. Le texte s'achève sur une phrase. Quant à développer, à cultiver et nourrir une âme de conscience collective, ce n'est que dans les films d'anticipation de science-fiction que c'est possible. Mais qui sait, en dépassant 1984, nous pourrions démentir tous les pronostics fatalistes et apocalyptiques. Le texte s'achève donc sur une note positive. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qui le publie. Remontez la source. Nous tombons donc sur le site web UNESU, l'Union des Nations pour l'enseignement, la science universelle et les droits de l'homme, qui semble basé en Suisse. Il bénéficie d'un statut spécial auprès de l'ECOSOC, Organisation des Nations Unies, New York, Genève, Vienne. Elle revendique une action pédagogique en faveur d'une humanité consciente en quête de sens. Leur projet porte à court terme sur l'organisation de conférences, débats et séminaires, à moyen terme pour développer des structures pédagogiques, à long terme pour l'établissement d'un institut d'une université du 3e millénaire regroupant l'ensemble des recherches effectuées et des acteurs de son réseau. Leurs valeurs et engagements tournent autour d'une gouvernance avec principe, l'unité démocratique et évolutive, la solidarité internationale de haut niveau, l'entrepreneuriat et l'économie à valeur humaine, le féminin levant et un nouveau paradigme sociétal. Dans leur rubrique « Que faisons-nous ?», on peut lire
à propos de leur mission et engagement, que l'UNESU s'engage à l'édification de structures entrepreneuriales, pédagogiques, culturelles et politiques tendant à l'autogestion associative et corporative, à la liberté de choix pédagogique, à l'autonomie civique. Les principes universels participant à cette mission sont inscrits dans nos républiques, ce sont la fraternité, égalité et la liberté, au travers d'une démocratie, d'une aristocratie, d'une monarchie citoyenne évolutive et responsable. Par des biais pédagogiques, l'UNESU intègre les notions des droits et devoirs de la personne humaine inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle participe à mettre du sens et de la conscience dans la science de l'homme par l'enseignement à la vie vraie, basé sur la responsabilité citoyenne. De ces valeurs découle la construction d'un être intérieur respectueux de son prochain, de son environnement et de sa culture. Pour atteindre ces buts, l'UNESU développe son réseau auprès des organismes nationaux et internationaux. 7 moyens sont cités. Le premier est l'enseignement des droits de l'homme. Le second, l'éthique scientifique. Le troisième, l'idéal synarchique de la bonne gouvernance pour l'amélioration de la collectivité humaine. Le quatrième est la mobilisation des femmes pour le leadership féminin. Le cinquième est l'éducation avant la naissance et l'amélioration de la personne humaine pour le respect du droit à la vie. En sixième, on trouvera la collaboration interreligieuse, l'éthique des préventions et de la résolution des conflits. Et en 7, la monnaie mondiale et le symbolisme du soleil pour l'union économique des nations. Dans les points cités, le 5e et le 7e semblent les plus importants, nous y reviendrons tout à l'heure. Parmi les événements organisés par l'ONG, on trouve une table ronde qui a eu lieu le 14 mai 2019, avec pour invité Jean Ziegler, un sociologue suisse, Bertrand Piccard, un psychiatre et aéronaute suisse, mais également Pierre Rabhi, le chantre de la sobriété heureuse. À propos de Pierre Rabhi, il est autant adulé que décrié. Parler de lui serait trop long ici. Nous mettons dans la description de cette vidéo des liens pour vous faire votre propre opinion autour de ce personnage. Un autre élément qui est intéressant de visiter lorsqu'on fait des recherches autour d'une ONG ou d'une association, c'est la rubrique concernant les partenaires. Ici, on ne va pas s'attarder sur la question, nous allons passer. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En remontant le post jusqu'au début, où une citation attire l'attention. Cette citation indique: il y a 3 sortes de gens dans le monde, les sots, les sensés et les sages. Le sot s'occupe sans arrêt du passé, le sensé s'efforce de lire dans l'avenir, tandis que le sage vit le présent, le met en ordre. Ça nous a vaguement rappelé quelque chose, donc on va lancer une recherche sur cette phrase. Il y a donc des occurrences dans Google. Nous ignorons pourquoi, mais il a fallu remplacer la lettre S de sensé par un C, avant de trouver ce résultat, que nous avions trouvé du premier coup à la première recherche. Toujours est-il que nous tombons sur un book de Google, l'enseignement du maître de Nov à télécharger. Là on peut parler de bingo. Le résultat nous emmène directement page 402 du e-book l'enseignement de maître de Nov. C'est donc là que nous lançons une nouvelle recherche autour de maître de Nov dans Google. Nous ne sommes pas sur un inconnu, il dispose de sa page Wikipédia que nous allons aller visiter. Peter Konstantinov Donov est né en 1864 et mort en 1944 en Bulgarie. Il est présenté comme philosophe et maître spirituel qui a fondé la Fraternité Blanche. Il était appelé Maître Bensa Duno par ses disciples. Nous n'allons pas faire le tour complet de sa biographie, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en 1914, il expose les principes généraux de son enseignement qu'il appelle le nouvel enseignement de la Fraternité Blanche. On sait que pendant la période 1917-1918, il a été envoyé en exil sous prétexte que son enseignement affaiblit l'esprit des soldats au front. Entre 1918 et 1930, ses partisans sont au nombre d'environ 40 000. En 1922, il ouvre une école ésotérique à Sofia, qu'il appelle l'école de la Fraternité Blanche. Le cours consiste en 2 classes d'étudiants. La classe ésotérique générale s'ouvre avec une conférence intitulée Les 3 vies, et la classe ésotérique spéciale, pour la jeunesse, avec les 2 chemins. Les conférences ont été données devant les 2 classes ésotériques chaque semaine pendant 22 ans jusqu'en décembre 1944. Entre 1929 et 1932, il établit le contact avec l'ex-théosophe Jiddu Krishnamurti, dans la ville d'Omen aux Pays-Bas, qui vient de quitter à cette époque la société théosophique, après avoir dissous, en 1929, l'ordre de l'Étoile d'Orient. À l'été 1929, il amène ses disciples camper pour la première fois près des 7 lacs du Rila,
Le 21 septembre 1930, il ouvre une nouvelle session de son enseignement appelée Conférence du dimanche matin et qui a duré jusqu'en avril 1944. En 1934, il commence à travailler sur la panorhythmie, une série de 28 exercices qui consistent en mélodie, texte et mouvements plastiques. Plus tard, il ajoute les exercices sur les rayons solaires et le pentagramme. Il meurt le 27 décembre 1944. Les principaux thèmes de son enseignement sont l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la vertu, compris comme attribut du Christ historique, cosmique et mystique. L'amour est une catégorie centrale du macrocosme et du microcosme qui fonctionne dans plusieurs aspects de l'existence humaine comme aspiration, dans la sphère émotionnelle ou le cœur, sentiment, dans l'âme, pouvoir, dans la sphère idéale du je ou la raison, et principe, dans l'esprit. La grande fraternité universelle est la vision fondamentale cosmogonique. Il est décrit comme un organisme consistant en âme humaine avancée, loge du grand initié et leurs disciples, et les 9 hiérarchies d'êtres supersensibles, les anges, les archanges, les principautés, les vertus, les puissances, les dominations, les trônes, les chérubins et les séraphins. D'après le maître, le Christ est le gouverneur suprême de la grande fraternité blanche universelle. L'histoire de la culture mondiale est vue comme la projection d'un rythme cosmique structuré dans des périodes globales et des sous-périodes. Les périodes sont comme suit. Polaire, hyperboréenne, lémurienne, atlantéenne, 5e, 6e et 7e période. Les sous-périodes de l'actuelle, 5e période, sont aussi appelées ère culturelle, l'ère du Cancer, du Gémeaux, du Taureau, du Bélier, du Poisson, du Verseau. La conscience humaine se manifeste et se développe à travers des étapes collectives individuelles, collectives suprêmes et cosmiques. D'après le maître, l'humanité entre dans l'ère du Verseau depuis 1914, c'est-à-dire la mise en œuvre de la transition évolutionnaire de la 5e à la 6e ère culturelle dans la 5e période. Pendant cette ère, la race indo-européenne est chef de file dans un aspect évolutionnaire. On est ici dans des croyances typiquement New Age, du moins des croyances qui ont aidé à bâtir le mouvement New Age. Par exemple, les disciples ésotériques lient leur conscience en permanence avec le Christ, l'expérimentent constamment dans leur intellectuel, leur émotion, leur volonté, et apprennent constamment de ce qu'il accomplit en eux. Donc la conscience du disciple ou son corps éthérique plus spécifiquement est perçu comme objet et sujet du soi-disant second avènement du Christ. Après le maître, la 6e race manifestera dans la future 6e grande ère et rendra effectif la culture de l'amour à une bien plus grande étendue. De la doctrine de Deneuve va naître la Fraternité Blanche Universelle, qui est une association de loi 1901 fondée en France en 1947 par Omram Mikhaël Ivanov. Elle a pour objet d'étudier et de mettre en réalisation l'enseignement de celui-ci, inspiré de l'ésotérisme chrétien de Peter Deneuve et de la Fraternité Blanche de Helena Blavatsky, aussi bien que de la Kabbale juive. Elle est décrite en 1995 parmi 172 autres mouvements comme une secte par la Commission parlementaire sur les sectes en France, de même que dans un rapport parlementaire ultérieur en 1999. Certains sociologues et historiens des religions la désignent également sous le terme générique de nouveaux mouvements religieux ou nouvelle spiritualité qui est selon eux plus adaptée à une analyse scientifique. Ivanov aura été envoyé en France par son maître, Deneuve, afin de préserver son œuvre de la menace communiste. En 1959, il passe plusieurs mois en Inde, où il rencontre différents maîtres spirituels. Lorsqu'il rentre en France en 1960, il se fait appeler maître par ses disciples. Il exerce une autorité sans partage sur le mouvement jusqu'à ce que la vieillesse lui impose de déléguer. Sur la fin de sa vie, il s'installe à Fréjus. Sa page Wikipédia dispose d'une section critique post-mortem, où on peut lire « Le Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales estime qu'Ivanov affirme détenir un savoir secret et caché d'un maître tibétain à l'instar de Peter Deneuve. Mélangeant christianisme, ésotérisme, théosophisme, il déclare être un maître désigné par le ciel, un grand initié au pouvoir, d'essence hiérarchique, c'est-à-dire spirituel et sacré. Ainsi son autorité est d'ordre divin. » Comme Helena Blavatsky est citée dans le wiki d'Ivanov, nous vous invitons aussi à prendre connaissance du Wikipédia de cette philosophe, écrivaine, journaliste, occultiste, théosophiste. Parmi les critiques de Blavatsky, on peut lire que la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation voit dans son œuvre des idées pouvant être qualifiées d'antisémites, voire racistes et fascistes, lesquelles ont influencé le nazisme.
La Fraternité Blanche Universelle, mouvement ésotérique et répertorié comme secte dans un rapport de la Commission parlementaire sur les sectes en France, publié en 1995, y est décrit comme un mouvement spirituel initiatique proposant un ésotérisme syncrétique fondé sur l'identification avec les forces christiques et solaires, les lois du karma et la galvanoplastie spirituelle. Un autre rapport parlementaire publié en 1999, portant sur les aspects financiers et économiques, cite la Fraternité Blanche Universelle parmi les mouvements sectaires. L'Église chrétienne orthodoxe, puissante en Bulgarie, d'où est originaire le mouvement, classe également la Fraternité Blanche Universelle parmi les sectes. Certains universitaires préfèrent utiliser le terme « nouveau mouvement religieux » à celui de secte. En 2006, l'UNATFI considère que la Fraternité Blanche Universelle d'aujourd'hui doit toujours être considérée comme une organisation dangereuse dont l'effet peut être désastreux sur certaines personnes, et un rapport de la Miviludes détaille en 2005 certaines dérives de la Fraternité Blanche Universelle jugées également sectaires. En 1990, un article du journal L'Enfant d'abord affirme que « la vie au bon fin est elle aussi typique du sectarisme, culte collectif rendu au soleil lors de son apparition matinale, salut le bras levé, jeûne régulier, régime végétarien, soumission totale, endoctrinement perpétuel, pas de contact avec l'extérieur, refus de la médecine classique et pas de rapport sexuel sans la permission expresse d'un supérieur. Fraternité Blanche Universelle conteste ces affirmations et indique que les activités des centres fraternels sont ouvertes et n'ont aucun caractère communautaire. Chacun poursuivant ses activités professionnelles et familiales dans le monde. Aucun rite n'accompagne les rencontres fraternelles et aucun grade n'établit de hiérarchie dans la collectivité. Parmi les occurrences de Google, on trouve un article provenant du site dérivesectaires.fr et parlant de danse purificatrice dans la montagne bulgare. Cette information est reprise par le site du journal lesoir.be. On trouve également d'autres articles, notamment celui de Libération, en plus de celui de l'Humanité que nous avons vu précédemment. Tous les liens sont indiqués dans la description pour pouvoir accéder à ces articles. Parmi les liens que nous avons trouvés, il y en a un qui est particulièrement intéressant, venant du site dérive.tv, un article sur la Fraternité Blanche Universelle, reprenant le texte écrit par Yves Tenray dans le numéro 143 d'Enfant d'abord. Il s'agit de l'article cité dans le Wikipédia, précédemment. La première partie de l'article intitulée « Maternité sous influence », sous l'association Chercher la secte, développe l'influence de l'ANEP, association prétendant faire le bien de l'humanité en conditionnant le fœtus via sa mère, qui sera elle-même conditionnée par les bons conseils de la dite association. On apprend qu'en mars 90, l'ANEP aurait organisé des journées sur l'audition fœtale à la faculté de médecine de Paris. Les conférences ont été enregistrées sur cassette. L'auteur de l'article évoque les échanges qui ont eu lieu durant cette conférence. On y apprend que les ondes c'est très important, des femmes enceintes qui ont assisté au concert de Madonna ont dû être hospitalisées d'urgence et elles ont perdu leur enfant. Mais aussi que l'échographie avant 8 semaines est un danger, ou encore, à propos de la FIV, imagine-t-on le mal que doit se donner une âme pour rentrer dans une éprouvette. C'est pour cela qu'il y a tant de prématurés. L'article cite également des choses moins anecdotiques, les conférences de l'ANEP dans les écoles par exemple. Notre organisation intervient dans les lycées sur l'importance de la vie fœtale pour préparer les futurs parents, et puis il faut signaler aux jeunes filles que chaque rapport sexuel laisse une empreinte. La femme qui va se faire monter, excusez l'expression, par 5 ou 6 bonhommes d'affilée à 14 ans, on est taché. On le comprend pour les chiens. Si un chien de race est monté par un chien de race différente, même si elle n'est pas fécond, il n'est plus de pure race. Il y a une imprégnation, chez l'homme, c'est la même chose. L'intervenante dit également que tout est vibration, et parle de champs morphiques, de lait sexué hormonalement, de rebirths, des nouveau-mornés, des fumeuses qui accouchent prématurément, du danger des journaux télévisés. Les informations, que du négatif. Si la Terre, elle flambe, s'il y a des tremblements de terre, c'est bien parce que nous sommes comme ça. Tout a une correspondance, il y a un effet boomerang, et ça, la science le démontre. L'aptonomie ne lui paraît pas intéressante, parce qu'élitiste, alors que la théorie de Steiner, chacun des 9 mois correspond à 10 ans de vie,
lui semble vraie. Elle finit par se vanter de son ouverture d'esprit, de ses dons en astrologie, en numérologie et de ses capacités à bien faire l'amour, sans avoir besoin pour cela de se saouler ou de se droguer. L'essentiel de son message est qu'un tiers des femmes enceintes sont bêtes. Elles ne pensent jamais à leur enfant pendant la grossesse. Elles ne savent pas du tout que ce qu'elles font, ce qu'elles mangent, ce qu'elles pensent, ce qu'elles voient a une influence sur l'enfant. Elles arrivent à la grossesse parce que ça déborde et qu'il faut régler ça. On trouve également une page web rédigée par Bernard Bell, ingénieur de recherche au CNRS, secrétaire de l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté, visant à dénoncer l'infiltration des mouvements religieux dans le milieu naissance-périnatalité. Il vise particulièrement 2 associations qu'il présente comme des émanations de la grande fraternité blanche. Qui dit secte dit histoire glauque. On apprend qu'en 1948, Ivanov a été condamné pour détournement de mineurs et viol collectif à 4 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour en France. Cette information est réfutée et donc à prendre avec des pincettes. La police et les services de renseignement français pensent que c'est peut-être une affaire montée de toutes pièces par le Parti communiste bulgare, pour discréditer Ivanov. On apprend néanmoins qu'il gagne la Suisse où il crée une communauté à Vevey, avant de revenir en France. En 1971, l'une des adeptes, âgée de 22 ans, Diane Boutet, est retrouvée sur une route du Var, proche de la propriété de Bonfin, à Fréjus, qui est le principal centre français de la fraternité blanche universelle depuis 1945. Elle s'est énuclée l'œil gauche et percé les pieds et les mains. Elle déclara « Je me suis mutilée pour me punir et me rapprocher ainsi de Dieu ». Le mois précédent, c'est une autre jeune femme, Huguette Tuffière, 33 ans, qu'on avait découverte pendue à un arbre. Les 2 affaires n'eurent aucune suite judiciaire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce mouvement, sur son maître ou ses disciples. Il serait bien trop long de tout présenter ici. Pour vous faire votre idée ou votre opinion, nous vous renvoyons donc à la liste des liens dans la description. Tout ceci pour nous renvoyer à notre point de départ, une ONG. On a pu constater que cette secte avait des volontés d'éducation avant la naissance, et qu'elle pratique un culte solaire. 2 points que nous retrouvons, tout d'abord dans le logo de l'ONG, ensuite dans les moyens, les fameux points 5 et 7 cités précédemment. Alors évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas dire que cette ONG soit un mouvement sectaire, mais on sent tout de même une imprégnation des idées sectaires, et clairement identifiées. De même, on ne peut pas dire que nos détracteurs soient membres actifs d'une secte ou en prosélytisme permanent. Nous pensons qu'ils sont davantage victimes de messages auxquels ils adhèrent via les réseaux sociaux et les recherches sur Internet. Mais il faut quand même souligner quelque chose. Lors des dernières élections cantonales, une partie de l'équipe s'est présentée sur une liste. Instrumentiste en salle d'opération et théologienne de formation, Annick Tiburcio veut glisser beaucoup plus de conscience dans l'action politique, chouchouter la population démunie et réparer le climat. Et son jeune parti Démocratie Directe, Spiritualité au pluriel et Nature compte bien réussir à faire les poches des plus riches pour donner du souffle à la classe populaire. Après ce que nous venons de voir, Spiritualité doit faire tilt. Nous sommes face à des personnes perméables à ces messages insidieusement cachés sur Internet, soit par déni, soit par omission, ou au contraire volontairement. Il est impossible de répondre à cette question, mais on sent tout de même une imprégnation. Selon l'Institut fédératif des addictions comportementales, l'emprise sectaire fonctionne avec un gourou et un adepte. Les 2 éléments qui permettent de définir un culte destructeur sont un leader charismatique, totalitaire et autoritaire, et un processus de persuasion, de lavage de cerveau qui met les gens sous influence du groupe, un procédé qui va les détruire afin qu'ils ne soient réceptifs qu'à la parole du leader. Cela peut passer par différents moyens comme l'usage de la drogue, le confinement, la peur, l'isolement. On dépersonnalise alors chaque individu. Enfin, il y a une forme d'exploitation économique et de destruction individuelle qui peut passer par la violence, la négligence, la domination physique ou sexuelle. Le degré varie selon chaque groupe. Il s'agit d'une définition que nous qualifions d'académique. Les phénomènes avec lesquels nous sommes actuellement confrontés se sont adaptés à la nouvelle économie et aux nouvelles réalités, pour faire d'Internet un véritable terreau. Le propre de la secte étant l'infiltration, le complotisme étant un terreau fertile, les organisations sectaires n'hésitent donc pas à utiliser le complotisme pour ramener de nouveaux adeptes. Dans cette formule, il n'y a pas de notion d'économie. Il n'y a pas de notion de profit.
le profit est automatique. Il s'agit de gagner de la visibilité en utilisant les adeptes, en se basant sur le modèle économique. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Pour vous en convaincre, regardez sur les réseaux sociaux. Voyez à quel point il est facile et aisé de trouver des gens se notant, ayant étudié à l'école de la vie, partageant du contenu provenant de sites faisant du développement personnel, de la santé alternative, de la santé naturelle, de croyances purement New Age, d'éveil, d'élévation, de spiritualité. Le propre de l'emprise sectaire est un lavage de cerveau. À partir du moment où vous avez marché, comment pouvez-vous vous rendre compte de cette emprise? Puisque c'est votre jugement et votre libre arbitre qui a été attaqué directement à son cœur. Le mot secte fait peur, car il repose sur des vieilles images. Elles ont toujours été là. Elles sont tapies dans l'ombre. Mais elles sont toujours présentes et elles ont su s'adapter au temps et aux technologies de communication. Aussi, ne soyez pas dupes. Faites vos propres recherches, comme diraient les conspirationnistes. Mais de vraies recherches remontant à la source. Et n'hésitez pas à chercher des détails. Nous venons de voir ici qu'à partir d'une simple citation, on remonte jusqu'à une secte quasiment centenaire. Et parfaitement implantée, qui a noyauté différents milieux. Internet, les réseaux sociaux n'échappent pas à la règle. Donc méfiez-vous des croyances irrationnelles, avant de liker ou partager. Et dans le doute, abstenez-vous. Nous espérons que ce petit documentaire vous aura plu, et que la voix non synthétique ne vous aura pas saoulé pendant plus de 30 minutes. N'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions, vos sentiments et vos avis. Et si vous souhaitez que nous abordions d'autres sujets, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.